Les Chuzet que nous avons... Pourquoi vous avez encore essayé de faire de l'obstruction? Je vérifiais si ça se passait bien. Oui, c'est ça. Parfois, il y en a qui répondent exprès de mauvaises réponses. Oui, oui, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Ah non, c'est un mystère. Ce n'est pas de votre faute, vous n'y êtes pour rien, bien sûr. Allez, premier sujet dont nous allons parler, le nouveau recul des naissances en France en 2024, au plus bas depuis 1945, la Seconde Guerre mondiale. La situation est-elle catastrophique? On va en parler et on vous posera la question. L'utilisation des titres restaurants pour les courses alimentaires qui est finalement prolongée jusqu'en 2026. Est-ce que vous comprenez la colère du secteur de la restauration, des restaurateurs en l'occurrence? Et puis le ministre François Rebsamen qui respecte toutes les forces politiques sauf le RN. Est-ce que vous êtes choqués par ces propos? On en reparlera, ce sera le troisième thème de l'émission. Je peux vous annoncer qu'Éric et Yann ont plein de choses à dire, sont très mobilisés. On va commencer par parler, si vous le voulez bien, du recul des naissances en France. C'est pas la première année qu'on en parle, on a vraiment touché le fond l'année dernière. Emmanuel Macron avait appelé un réarmement démographique. Vous vous souvenez de ces mots, réarmement démographique? C'était les mots employés par le président de la République afin de relancer la natalité qui est en berne chez nous. Un an plus tard, la situation n'a pas changé, elle s'est même empirée. En 2024, 663 bébés, 663 000 bébés ont vu le jour dans le pays, soit 2,2% de moins qu'en 2022, ce qui correspond au plus faible nombre de naissances depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ce sont les chiffres de l'INSEE. Conséquence, la différence entre le nombre de naissances et de décès est à peine positif. Ce qui n'est évidemment pas du tout bon pour notre pays, pour notre économie. Et ce n'est pas de bon augure. On regarde la vidéo, on en parle juste après. La France fait plus de bébés. Le nombre de naissances a baissé de plus de 2% selon l'INSEE, avec 663 000 enfants nés en 2024. Pourquoi on fait plus d'enfants? Comment expliquer un tel recul? Alors d'abord, c'est une tendance qui s'inscrit dans la durée. Ça fait depuis 2011 que le taux de natalité recule, à l'exception de l'année 2021 post-Covid. Il est aujourd'hui au niveau qu'il avait atteint il y a plus d'un siècle. Vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable, ça. Donc la question que nous nous posons, nouveau recul des naissances en France en 2024, au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, la situation est-elle catastrophique? Bah oui, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Là, franchement, on a touché le fond. C'est incroyable, non, Eric? C'est-à-dire, on peut avancer de très nombreuses raisons. Qui va payer nos retraites? Déjà. J'y suis en plaisantant. Mais comment expliquer? On peut aligner au moins 50 raisons différentes. On peut dire qu'en effet, on vit dans un monde plutôt angoissant. On entend même parler, pour la première fois depuis longtemps, de guerre nucléaire. Ça ne donne pas envie de faire des enfants. On peut dire aussi que, par exemple, de manière très prosaïque, si vous avez un enfant, et a fortiori deux, il faut un grand appartement. Je ne sais pas si vous avez essayé récemment d'acheter ou de louer un appartement. Et les prix sont devenus un enfer. Dément. Donc, c'est un frein. Mais moi, je crois qu'une fois qu'on a énuméré ces 50 raisons, elles s'effacent toutes derrière une raison philosophique. Il y a, dans l'Occident en général, et en France en particulier, une perte de vitalité. Nous avons l'impression, ce n'est pas qu'une impression, que nous sommes en train de sortir de l'histoire, d'être marginalisés, et nous avons perdu cet élan vital qui ne se traduit pas seulement par la baisse des naissances, mais qui se traduit aussi par le fait que les gens ne veulent plus travailler, que la valeur travail a perdu beaucoup de son attrait. Et surtout, ce qui est encore plus étonnant, c'est une perte de libido. Vous avez vu les derniers sondages? Exact, c'est vrai. Parmi les jeunes, il y a de moins en moins envie de faire l'amour. Alors déjà, ce qui est un bon préalable avant de faire des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ça aide, ça peut aider en tout cas. Et il y a, de quelques points de vue que l'on se place, une perte de vitalité parce que nous sentons que nous sommes un peu sortis de l'histoire, en déclin, et que, d'une manière inconsciente, nous acquiesçons à ce déclin et à cet effacement. Moi, je suis sûr que s'il n'y avait pas cet inconscient collectif, malgré toutes les difficultés d'ordre matériel que j'ai citées, eh bien, la natalité se porterait mieux. Mais oui, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que les problèmes matériels, ça a toujours existé. Exactement. À la sortie de la guerre, on faisait 5, 6 enfants, enfin, il n'y avait pas... La difficulté de la natalité, c'est qu'on trouve toujours des explications pour l'expliquer ou expliquer son contraire. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de naissances parce que les gens s'ennuyaient, ils étaient angoissés, donc les Français forniquaient sous l'occupation comme jamais. Ensuite, ah bon? Oui, oui. Il n'y avait pas les moyens de contraception qui existent aujourd'hui. Non, mais c'est pas simplement ça. Il y avait une envie de vitalité. Et puis après la guerre, évidemment, il fallait reconstruire, donc ça allait de pair. Mais on aurait très bien pu aussi se dire, après le choc de la Deuxième Guerre mondiale, ne faisons plus d'enfants parce qu'une Troisième Guerre mondiale va arriver. En fait, toutes les explications et le contraire de ces explications peuvent tout expliquer. Donc c'est difficile. Éric a raison, mais je rajouterai autre chose.
La perte de vitalité, d'accord, mais aussi le gain d'immaturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un de 50 ans avec un t-shirt des Inrecuptibles faisant de la trottinette sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire passant une partie de sa vie à se faire croire à lui-même qu'il est toujours adolescent ou enfant, des adultes de 43 ans et demi qui jouent à la PlayStation tous les soirs et qui n'ont jamais ouvert un livre de Stendhal, fait que de toute façon, il y a un recul de l'âge mental qui fait qu'on ne peut pas s'imaginer parent puisqu'on est toujours un enfant. Les enfants n'ont pas de libido, ils ne procréent pas. Donc, comme on reste le plus longtemps possible dans un univers qui est celui de l'enfance, on ne peut pas se projeter dans le contraire de l'enfance, c'est-à-dire l'être humain procréateur. On veut rester bien au chaud, même pas dans son adolescence, dans son enfance. Donc, il y a une immaturité préoccupante dans tout l'Occident qui fait que on passe plus de temps devant un écran que dans un lit, par exemple. Et vous savez que ça s'appelle les adolescents, ça a un nom, ça, les adolescents, les adultes Il n'y a rien de plus pathétique. De grandir. Quand je vois tous ces types chauves qui font de la trottinette dans Paris... on n'a rien contre les chauves, bien sûr, vous l'aurez compris sur ces vidéos, pas du tout. On n'a rien contre les chauves. Moi, j'ai contre les chauves qui sont persuadés d'avoir 15 ans et demi. Je ne connais pas de chauves de 15 ans. Arrêtez, mais levez la main, il y a des chauves là dans l'assistance. Vous n'avez pas 15 ans et demi. Non, mais j'ai contre les chauves qui se font croire à eux-mêmes qu'ils ont 15 ans et demi. Ah oui. Un chauve, ça n'a jamais 15 ans et demi. Ça peut avoir 22 ans, mais un chauve, ça a plus souvent 47 ans 3/4 que 12 ans 2/3. Actuellement, c'est vrai quand même. Donc, c'est vrai, les chauves de 47 ans et demi qui ont un t-shirt des Inrock, qui font de la patinette en allant avec des fraises Tagada dans la poche, en allant voir le dernier Astérix, je pense qu'ils ne sont pas vraiment hantés par l'idée de procréer. Non, c'est sûr. Une petite pougnette, on regarde les barbes à papa et au lit. C'est assez bien. Non, mais il y a une autre statistique qui va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Yann. Vous savez qu'il y a 50%, je crois, des adultes américains qui ont acheté des jouets cette année. C'est-à-dire les jouets, c'est fini après l'enfance ou alors le début de l'adolescence. Non, il y a un retour du jouet. Mais quel type de jouets? Les Lego, par exemple. Oui, les Lego, mais même d'autres. Vous savez, les briques, là, les constructions. C'est incroyable. Et puis, vous savez, des adultes qui passent des heures à construire ça. On a cité beaucoup de raisons négatives, mais il y a aussi des raisons positives. Il y a aussi que, parmi les femmes, ce n'est plus maintenant forcément la procréation qui correspond à la réussite d'une femme, à l'accomplissement d'une femme. Il y a des femmes qui décident que leur accomplissement, leur autonomie passe par le travail. Donc déjà, elles reculent beaucoup l'âge du premier enfant et parfois elles y renoncent parce qu'elles placent leur ambition ailleurs. Bon, écoutez, moi je trouve ça pas trop mal. Elles décident. Évidemment, ça a des conséquences. J'ajoute, parce que c'est par la sexualité que les enfants naissent, que les statistiques sur la vie sexuelle des Français montrent que la pénétration est en baisse. C'est-à-dire que parmi les pratiques sexuelles, la pénétration n'arrive plus en premier. Donc, statistiquement, le nombre d'enfants qui sont nés par fellation, par cunnilingus, sont quand même. Non, mais le nombre est faible. À 18h08. Mais non, mais c'est pas ça. Ne proposez pas des sujets sur la natalité si vous voulez pas qu'on parle d'expérience sexuelle. Ça va. Non, mais je veux bien qu'on parle, si vous voulez, de l'aviation ou des blindés ou je sais pas, de la situation en Ukraine. Et là, je parlerai pas de sexe. Mais si on parle de la natalité, vous n'allez pas m'empêcher de parler de sexe. Non, les dernières études montrent que la pénétration est en baisse dans les pratiques sexuelles des Français. Ils naissent pas dans les choux, les enfants. Non, c'est sûr. Comment ça? Non, mais oui, on est très déçus. Enfin, le chauve de 48 ans pense que si, lui. Bon, après, bien sûr. Non, mais j'ajoute une dernière chose. Oui. C'est qu'effectivement, il commence à y avoir un problème pour les hommes qui veulent aborder des femmes. Maintenant, quand vous tenez la porte à une femme, au mieux, vous êtes un suppôt du patriarcat, au pire, vous êtes un fasciste. Donc, moi, pas du tout. Moi, j'adore comme vient de la porte. Oui, mais excusez-moi. Entre la galanterie et le procès, il y a ça. Je fais partie de la tranche. vous faites partie d'une minorité que nous chérissons, évidemment. Mais je veux dire qu'il commence à y avoir un problème parce que les hommes ne savent plus sur quel pied danser. Donc, ça ne va pas dans le sens d'un mélange des sexes, d'où procède la naissance, si j'ai bien suivi mes cours d'éducation sexuelle à l'époque. Incroyable. Regardez, il y a aussi ce psychiatre qui est intervenu chez nos confrères de CNews, Laurent Carilla, qui explique aussi que l'époque est très anxiogène. Ça n'aide pas, ça non plus. Mais oui. Ce qui a changé, c'est l'évolution de la société qui est beaucoup plus speed, qui est beaucoup plus anxiogène. Il y a toute cette éco-anxiété qui est présente et c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Les relations hommes-femmes, avec, chez les plus jeunes, moins d'envie de faire d'enfants et plus d'anxiété vis-à-vis du climat, vis-à-vis du futur. On n'a pas envie d'en faire quand on voit ça. Hein. Non, mais on n'a pas envie de mettre ça au monde. Il était peut-être dans un magasin de jouets, je ne sais pas, moi. Non, on était chez lui. C'est ce que je vous dis.
Voilà, il collectionne les statuettes. Bon, c'est très bien. Oh. Enfin, si vous voulez, bon, Oui. on sent Non mais bien Pascal, cette explication n'a ni queue ni tête. Oui. La vérité, c'est que cette explication de l'anxiogénéité de la société, du Moyen-Âge à aujourd'hui, on l'a toujours servi quand il y avait une baisse de natalité. Vous regardez un sondage de 1978, de 1922 ou de 86, les gens diraient ah ouais, le réel est anxiogène. À toute époque, les gens ont toujours cru qu'ils vivaient dans un monde beaucoup plus dangereux que jamais il n'avait été auparavant. Donc ça, c'est vraiment le psychiatre ou le sociologue qui aurait mieux fait de rester jouer au Playmobil, à la Guerre des Étoiles ou avec les petits personnages de Kiss. Ouais. Un groupe qui n'est pas du tout adolescent, hein, Kiss, non. C'est-à-dire qu'un cerveau humain normalement constitué à 12 ans, Kiss, ça fait déjà 3 ans que c'est terminé. Ah là là, je vous adore. Yann, moi, je vous adore. Yann, je vous adore. Mais Kiss, franchement. vous connaissez Kiss? Bien sûr, je connais Kiss. Avec le maquillage, oui, je sais Est-ce pas. que vous pensez que... Est-ce que vous pensez qu'un cerveau d'être humain de plus de 14 ans, on va dire, Oui. est compatible avec le moindre intérêt qu'on peut porter à Oui Oui et à Kiss? Oui, ah bah voilà. Non, parce que juste Ah, après je vous Oui Oui, adore. juste Oui. après Oui Oui, normalement, allez, on peut passer par Fantomètre pour les plus attardés. Oui. Et juste après, c'est Kiss. Ah bon, c'est Kiss. Moi, c'était pas trop ma génération, Kiss, mais je vois très bien. Oh, hein. s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, c'est vous vrai. plaît. Je sais pas, c'était dans les années quoi, 80, non? Non, avant. 90. Oui, Kiss, vous voyez. non, mais ça existe Kiss, à la toujours, fin des Kiss. années Hein. 70. Attention, ça existe Ah, bien toujours. sûr. Là. Ah, Attendez. oui, ah bon, ça existe Bien sûr, toujours. mais leur grande époque, c'était 1975-80. Oui, voilà, donc j'étais pas trop. Enfin, voilà. Je préfère oui, oui. Oui, vous préférez oui, oui, je comprends. Ça, je connais. En Ça, je termes de connais, oui. déguisement, Oui Oui fait un peu moins peur. Ouais. Ouais, regardez juste, je voudrais qu'on regarde aussi ce reportage Bergerac en Dordogne où il y a plus de décès que de naissances, à tel point qu'il faut changer. Oui, les commerçants sont obligés de s'adapter. Regardez. Dans l'officine de Ghislaine Laure, les produits pour bébés n'ont pas la cote en ce moment. La pharmacienne a même décidé de réduire son rayon. Ça fait plus d'un an que nous ne vendons plus du tout de lait pour les bébés. C'était pas la peine et il n'y avait plus assez de ventes. Tout se périmait. On a renoncé. L'année dernière, il y a eu 2 fois plus de décès que de naissances ici. Pour le moment, les jeunes n'ont pas tous envie de bébés. Pourtant, le maire de Bergerac, Jonathan Priolo, revendique des actions pour favoriser les naissances. Il y a tout un axe lié à la petite enfance, à travers les 3 crèches sur la ville de Bergerac. Et puis on accompagne également les maisons d'assistantes maternelles. Tout est mis en œuvre pour développer la ville. Maintenant, il faut que les personnes acceptent de faire des enfants. Et ça, c'est pas le maire qui peut le choisir. Ah bah non, ça c'est sûr. Le maire, il fait ce qu'il peut. Oui, cher Eric. Les gens qui témoignent, vous faites passer des castings Mais Pascal, Je n'ai pas fait le reportage. Pascal, Je n'ai pas parce fait, que je n'ai pas il y fait avait le un- reportage chez nos confrères. mais BFM TV, vous savez que la réception. situation de Bergerac est ni plus ni moins celle du Japon ou de la Corée. Oui, c'est vrai. Dans oui, 30 c'est vrai. ans, le Japon est rayé de la carte. La situation à Bergerac, c'est la même que celle du Japon tout Ouais. entier. C'est incroyable. Il y a des pays qui vont disparaître. Ah non, mais c'est terrible, c'est terrible. Bon, il faut faire des bébés. Non, mais c'est vrai, il faut faire des bébés. Voilà. Regardez, vous en... En Occident, Oui, en Occident. parce que la natalité est en perte de vitesse en Occident. Oui, oui, C'est- pas ailleurs. c'est ça, serré, vrai. hein. C'est très Ouais, c'est serré. Alors, regardez, bah oui, bien sûr, mais ça va avec ce que vous dites. Est-ce que c'est, voilà, la situation est-elle catastrophique? Non, parce que, voilà. Non, parce que les raisons certains, sont diverses. Donc, exactement, il y en les a des raisons sont positifs, il y en a diverses. des négatifs. Bon, de quoi va-t-on parler dans un instant? Tiens, on parlera de François Rebsamen qui estime que le Rassemblement national n'est pas un parti fréquentable. Et puis nous parlerons de l'utilisation des titres resto. Les restaurateurs sont furieux parce que les titres resto, vous pourrez continuer à aller faire vos courses avec. Voilà, est-ce que vous comprenez cette colère? On va en parler aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Je peux vous dire, ils sont très en forme. À tout de suite. Merci d'être avec nous, bienvenue, on est en direct, il est 18h21, on est sur C8, on est très heureux de vous retrouver ce soir encore, on vous dit merci, on était leader TNT hier, grâce à vous, merci. Voilà, c'est dit, on a plein de sujets à aborder. La théorie du complot du rock, la première théorie du complot de l'histoire du rock, Eric. Est-ce que vous Sur la m'avez mort de raconté, Yann McCartney. Moix? Oui, pendant la pause. Ouais. Mais ça, ouais, mais on n'a pas la photo de l'album là. Non, on va parler de ticket restaurant. Ah, écoutez, attendez, Ça on en m'intéresse, parlera. non, mais ça Et- m'intéresse, moi. De quoi? Le ticket restaurant. Mais oui. Attendez, écoutez, vous savez quoi on fera demain? Est-ce que Ah ça vous d'accord, va? ah, génial. Voilà, Ah on oui peut le faire demain, Ah au oui, parce que début c'est très d'émission. intéressant. Hein. Oui, d'accord. Dire pour les Paul téléspectateurs- McCartney serait mort, c'est ça? Non, je veux dire, sur la pochette Oui. d'Abbey Road en 1969, Oui. il y avait toutes les preuves, c'est la première théorie du complot. En voyant la pochette, beaucoup de fans ont trouvé des signes et un paquet de signes pour corroborer la mort de Paul McCartney dans un accident de voiture en 1966.
Et donc, ils font feu de tout bois. C'est très intéressant. Si demain on peut en parler un peu, on verra comment, à partir d'une image, on peut faire de la ventriloquie. Tu me ressortiras l'image, on en parlera demain en début d'émission. D'accord, Yann? Ok, mais là, on va parler des tickets resto. Des tickets resto, vous en fichez des tickets resto? Un point. Non, mais un point. Non, mais attendez. Je le sais, mais c'est dans pas la liste dont je me fiche le plus au monde, c'est même pas que ça arrive en 1, ça arrive avant le 1, le 0. Vous vous rendez même pas compte. Vous savez pas quoi. C'est parce que vous en avez pas. Non, mais moi, j'ai jamais eu de ticket restaurant de ma vie. Voilà, alors je vais vous expliquer. Non, mais c'est des privilégiés, les gens qui ont des tickets restaurants. Ah oui, bah attendez. C'est des mecs qui bossent en entreprise. Oui, mais attendez, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de monde qui travaille en entreprise et qui ont ces tickets resto. Oui. Normalement, vous pouviez les dépenser pour aller au restaurant, c'est très bien. Mais enfin, pardon, excusez-moi, tout le monde ne va pas au restaurant. Je suis d'accord avec ça. Déjeuner. Donc, ces tickets resto, depuis 2022, on peut aller faire ses courses avec. Pardon, mais pour les familles, sauf qu'on voulait l'enlever au 1er janvier 2025. Bah voilà, je suis contre. On passe à Paul McCartney? Non, pas du tout. Pas du tout. On est d'accord, Eric. C'est prorogé. Moi, je trouve que c'est normal que les gens qui n'ont pas tellement les moyens d'aller au restaurant puissent utiliser les tickets du même nom. Ça vous va? Voilà. Je voudrais qu'on regarde la vidéo. On passe non, on va regarder la vidéo. Regardez. Le Parlement a définitivement adopté ce mardi 14 janvier, après un vote du Sénat, la prolongation de ce dispositif qui permet d'utiliser les tickets restaurants pour acheter des produits alimentaires à préparer comme le riz, les pâtes ou l'huile. À cause de la censure du gouvernement Barnier, ce dispositif en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 n'avait pas pu continuer son chemin parlementaire pour une prolongation. Au 1er janvier 2025, il était toujours possible de payer des produits directement consommables comme les sandwichs ou les salades. En revanche, il n'était plus possible de payer des produits nécessitant préparation, parmi eux des produits de base comme la farine, les pâtes, le riz ou encore la viande, et c'est désormais à nouveau possible. Voilà, non mais c'est quand même incroyable. Donc, les tickets resto vous permettez d'acheter des sandwichs, excusez-moi, dégueulasses, qui sont préparés à l'avance, plutôt que de vous faire votre petite salade. Ouais. Donc voilà, mais les restaurateurs sont furieux. Ah oui. Ils sont furieux. Vous avez compris pourquoi, Yann? Voilà. Donc, la question... On va plus chez eux avec les tickets. Exactement. Vous préférez aller faire vos courses pour préparer votre petit gratin de brocoli le soir pour la famille, plutôt que d'aller au restaurant. Le brocoli, c'est très bon. Brocoli. Ah, j'aime bien le gratin de brocoli, moi. Ah, c'est festif chez vous. Ça peut être très festif, justement. Vaut mieux que manger du gratin de brocoli. Alors donc, l'utilisation des tickets resto pour les courses alimentaires est finalement prolongée jusqu'en 2026. Donc, on a gagné un an. Est-ce que vous comprenez la colère des restaurateurs? Non? Non, je ne comprends pas. Oui. Je crois qu'il n'aura échappé à personne, et certainement pas aux professionnels de la restauration, qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Ce qu'on entend par cette expression pudique, problème de pouvoir d'achat, ça désigne des millions de personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir, c'est-à-dire de quelque chose d'assez élémentaire. Ils n'ont pas les moyens de se nourrir. Regardez n'importe où dans les grandes villes le nombre de soupes populaires. Dès que la nuit tombe, vous avez des queues qui se forment, des gens qui viennent se nourrir auprès des soupes populaires. Donc en effet, cette histoire des tickets restaurants, ça permettait aux gens qui ne vont pas au restaurant tous les jours de faire des courses à moindre prix et de pouvoir se nourrir et nourrir leurs enfants. Ça concerne quand même des millions de personnes. Seulement, les restaurateurs sont tout à fait représentatifs de l'ensemble de la population française. C'est qu'on veut bien être solidaire à condition qu'on ne soit pas concerné, à condition que ça ne coûte pas d'argent à soi-même. Et moi, nos amis restaurateurs, j'aime beaucoup les restaurants, j'aime beaucoup les cafés, mais je voudrais leur rappeler quand même qu'en 2009, ils ont obtenu une baisse de la TVA en échange de baisser leurs prix et d'engager du personnel, ou en tout cas de mieux le payer. Moi, j'attends encore la baisse des prix. Si quelqu'un fréquente un café ou un restaurant qui a baissé ses prix, qu'il me contacte en message privé sur Twitter ou sur X maintenant. Donc, nos amis restaurateurs, ils commencent un peu à nous courir sur la véranda. Voilà. Donc là, il s'agit de 600 millions sur un chiffre d'affaires phénoménal. C'est pour une bonne cause. C'est des gens qui sont vraiment à la limite de la grande pauvreté et de la misère. On ne fait pas ses courses avec des tickets restaurants pour le plaisir ou pour le geste. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Donc qu'ils fassent un petit effort et puis surtout qu'ils baissent leur prix et qu'ils payent mieux le personnel qu'ils ont. Avant de vous entendre, Yann, ça va vous donner du grain à moudre. Si vous le permettez, on va peut-être écouter ce qu'en pense le président de l'UMIH d'Île-de-France, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. C'est un problème pour nous. La grande distribution, sans même attendre la loi votée au Parlement, continue d'accepter, puisque nous avons fait des tests. On a même pu acheter des lingettes avec des titres restaurants. Donc vous voyez, on est bien loin des produits alimentaires quand on achète des lingettes. Pour nous, c'est gênant. Cette année, on a perdu 600 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été fléchés vers la grande distribution. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est une vingtaine de restaurants qui ferment tous les jours pour faillite. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Parlement a aidé la grande distribution
à faire les poches des restaurateurs. J'irai même plus loin, je dirais que le Parlement est complice de la grande distribution pour faire les poches des restaurateurs. Alors, Yann. Juste une phrase. Oui, Eric. Monsieur Delvaux, Oui. il pense que les gens achètent des lingettes pour quoi faire? Oui. Pourquoi? Comment on utilise des lingettes? Oui, non, mais oui. Pour des enfants. Mais oui, bien sûr. Pour des enfants très, très souvent. Donc en fait, c'est des produits de première nécessité que les gens n'arrivent plus à acheter. Enfin, vraiment, c'est d'un égoïsme quand même ce genre de réaction. Il essaye même pas de se mettre à la place des gens. Pourquoi des gens achètent des sandwichs ou de quoi se faire à manger ou des lingettes? Honnêtement, de vous à moi, il y a très peu de personnes qui vont au resto à déjeuner. Enfin, avec la carte ticket resto, ça fait pas grand-chose. Je vais me faire l'avocat du diable parce que le but de ces tickets restaurants, qu'on le veuille ou non, a été dévoyé. La destination naturelle d'un ticket restaurant, si on prend le mot au pied de la lettre, il y a ticket dedans. Avec un ticket, on peut aller à la foire à Neuneu, à Disneyland Paris, on peut avoir un ticket avec quelqu'un, mais il y a le mot restaurant derrière. Restaurant est un lieu dans lequel on se rend pour se sustenter. Donc, la destination naturelle du ticket restaurant est le restaurant. Incroyable, non? C'est incroyable ce que je suis en train de dire. Donc, je trouve normal que toute une profession se trouve d'une certaine manière instrumentalisée par l'État et que c'est cette profession à qui on donne la sensation de devoir payer pour les autres. Pourquoi est-ce que ce sont les restaurateurs qui devraient faire les frais de la baisse du pouvoir d'achat en France, alors qu'eux-mêmes ont des difficultés financières monumentales en ce moment, même si je sais que pendant le Covid, ils ont été abondamment aidés par l'État, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Et pourquoi ils doivent faire les frais de ce genre de décision alors que bien souvent, ils s'endettent, ils ont des charges énormes. Et parmi eux, il y a des gens, effectivement, qui se retrouvent en faillite et qui se trouvent à la rue. Donc, je pense que tout le monde a raison. Les gens qui n'ont pas les moyens font ce qu'ils peuvent. Et ils se disent, bon, ils ne se sont pas dit, chouette, on va profiter du système avec des tickets restaurants. Ils se sont dit, c'est le seul moyen de paiement qu'on a, on va tenter notre chance avec. Et les autres se disent, pourquoi c'est pas avec les tickets cinéma que les gens ont payé les lingettes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une profession qui paye en fait pour les autres. Donc en fait, je ménage la chèvre, le finalement, chou vous étiez bon sur et le brocoli. Oui, vous étiez très, parce très bon, que je suis motivé Yann. parce qu'on parle des Beatles demain. Ah, c'est pour ça, c'est Sauf parce que vous avez en une effet, tu as carotte. raison. Il y a le mot restaurant. Mais tout le monde sait que c'était conçu comme un appoint de pouvoir d'achat. En réalité, c'est la ça. carte ticket resto, qui va au resto tous les jours? Personne. Mais là, on joue sur les mots. Oui, personne. Les restaurateurs décident. Vous savez, vous êtes plafonné, vous ne pouvez pas dépenser comme ça. Alors que ça ne s'intitule plus ticket restaurant. Ah, ben peut-être que ça change. Ticket d'aide aux démunis. D'aide aux démunis, tous les salariés en ont, tout le monde n'est pas démuni, mais c'est une aide substantielle. Pascal, tant qu'il y aura le mot restaurant dedans, les restaurateurs se sentiront concernés. Enlevons le mot restaurant dans le mot ticket. Ticket déjeuner. Il n'y aura plus de plainte des restaurateurs. Ticket déjeuner. C'est tout. Ticket déjeuner, très bien. Ticket déjeuner. Ticket déjeuner. Je ne sais pas si vous êtes d'accord chez vous, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Ticket déjeuner, ce serait pas mal. Moi, je partage l'avis d'Éric. Pardon, je suis désolée, mais dans la période dans laquelle on vit, pouvoir aller acheter for du lait. loving you, baby. I was made for loving you. Aller acheter du lait pour ses enfants, c'est quand même pas mal. Plutôt que d'aller au restaurant. Vous avez de la chance qu'on n'ait pas fait de très bons chiffres quand j'ai parlé de Framboisier, parce que vous reprendriez cher, là. Ah bon, pour ça? Franchement? Non, j'arrête de parler de lui parce qu'on a baissé de quelques milliers le jour où j'ai parlé de Framboisier. Oui, exactement. Vous avez exactement. Donc, c'est stop. injuste. C'est à cause de Lionel. C'est vous, Lionel qui team. C'est lui qui m'avait sifflé le nom de Hildegger. Ah bon, oui, d'accord, ça c'est possible. Lionel team. Combien, vous en pensez quoi, vous, chez vous, effectivement, sur les réseaux sociaux? Comprenez-vous la colère des restaurateurs? Non, à quasiment 70%. Voilà, tout est dit. Mais Eric a dit un truc très juste. Oui. C'est que les gens sont toujours d'accord avec une mesure qui ne les concerne pas. Et dès que cette mesure doit les concerner, tout le monde retire ses billes du jeu. Bon, allez. Donc, parmi les gens qui disent oui ou non, là, les gens ne sont souvent pas concernés. L'autre sujet du soir, alors je ne sais pas si vous avez entendu François Rebsamen, qui est ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, nommé pour François Bayrou, était sur le plateau de BFM TV. Alors il a déclaré une petite phrase quand même qui a fait un petit peu réagir énormément sur les réseaux sociaux. On voudrait savoir ce que vous en pensez. Il a expliqué qu'il respectait toutes les forces politiques, sauf le Rassemblement national. On va réécouter ses propos et puis vous allez dire ce que vous en pensez. Les Insoumis, moi je les respecte, je respecte toutes les forces politiques sauf le RN. Je le dis ici, mais c'est ma position. Et donc c'est pas du tout. Vous ne respectez pas le RN? Non, moi je respecte pas ceux qui portent, pas tous, heureusement, j'en connais dans mon département, mais ceux qui portent les discours de haine et l'exclusion de l'autre, c'est pas ma tasse de thé. Alors. Non. Je repose la question. Non, mais j'allais.
Le féministe François Rebsamen, j'avais déjà parti. Respecte toutes les forces politiques sauf le RN. Est-ce que vous êtes choqué par ces propos? Oui, on est choqué. Bon, alors Éric, allez-y. En fait, il y a deux manières de poser le problème. Il y a, est-ce que le RN est respectable en tant que tel? Et il y a la position particulière de M. Rebsamen. M. Rebsamen nous explique qu'il ne respecte pas un parti envers lequel son propre Premier ministre fait des pieds et des mains pour obtenir les suffrages et reçoit à Matignon comme les autres partis. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire qu'il ne respecte pas un parti avec lequel son Premier ministre dialogue de manière quotidienne. Il n'y a qu'une seule solution de sortir de sa situation, c'est de démissionner. M. Rebsamen, ça fait longtemps qu'il aurait dû démissionner en disant « Écoutez, je fais partie d'un gouvernement qui non seulement respecte le RN, mais le tient pour un interlocuteur valable. Je ne peux pas cautionner cette politique, je m'en vais. » C'est pas ce qu'il fait. Il reste au gouvernement tout en disant « Les gens que je vais voir demain à Matignon, je ne les respecte pas. » C'est complètement incohérent. Ensuite, excusez-moi, mais un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale, qui représente des millions de voix, est respectable en tant que tel. Il est contestable. On peut être en désaccord avec tout ce que dit le RN ou avec tout ce que disent les Insoumis. Simplement, ils sont élus démocratiquement, ils représentent un parti légal, républicain, puisqu'ils sont à l'Assemblée, ils sont au Sénat et dans toutes les assemblées représentatives. Ils sont donc respectables en soi. Cela dit, moi je suis en désaccord avec énormément de choses du RN, pour ne rien dire des Insoumis. J'ai l'impression que c'est un peu de la vieille politique, ça, c'est des vieux arguments. Surtout, on ne comprend pas, parce que dès qu'il est poussé dans ses retranchements, il dit « Ah non, mais pas tous, moi j'en connais qui sont bien et tout. » Enfin, on a l'impression que c'est une... Et les Insoumis? Oui, enfin, moi, je ne me lançais pas sur les Insoumis parce que j'ai fait 2 pamphlets. Non, mais alors, dans ces cas-là, extrême gauche, extrême droite, les autres... Non, mais j'ai l'impression qu'il a sorti une connerie, et plutôt que de dire « j'ai dit une connerie », il s'est enferré dans son truc. Voilà. Yann? Moi, je respecte le RN. Je ne respecte pas les idées du RN, mais je respecte le RN en tant que parti. Parce que c'est un parti démocratique qui n'a pas fait de putsch pour être là où il est et que ce parti exprime la volonté d'un grand nombre de citoyens français. Je respecte LFI, mais je ne respecte pas les idées d'LFI. Je précise juste une chose, c'est que le plus grand parti antisémite français actuel, ce n'est pas le RN, c'est LFI. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, écoutez, c'est pas mal. Écoutez, regardez Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, qui a été invité à réagir justement aux propos de François Rebsamen. Il a été assez cash. Vous demandez sa démission à François Rebsamen ? Non, ce serait lui faire beaucoup trop d'honneur. François Rebsamen, c'est l'homme des trahisons, il a trahi le PS, c'est l'homme qui donne des leçons, qui tient des discours d'exclusion et qui lui-même a des propos qui manifestent cette exclusion. Enfin, je veux dire, c'est un vieux socialiste ringard des années 80, il ne compte pas dans le paysage. Moi, je l'avais interviewé chez Ruquier, on n'est pas couché, Rebsamen. C'est un homme tout à fait intelligent et cultivé. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas obtus et qui n'est pas étriqué intellectuellement. C'est d'autant plus étonnant de l'entendre dire des choses aussi absurdes et antidémocratiques, pour le coup. Non, mais Sébastien Chenu renvoie M. Rebsamen à son passé, les années 80. Mais il tient un discours un peu des années 80. Oui, mais justement, pardon. Examinons juste les effets de ce discours. En effet, il y avait une position historique qui était on ne parle pas avec le RN, on ne l'invite pas dans les médias. D'ailleurs, il y a une époque où on ne l'invitait pas dans les médias. Et on a vu le résultat. Voilà. À force de ne pas l'inviter. Voilà, à force de ne pas l'inviter. Mais c'est exactement ça. 1974, 1% aux élections présidentielles. Maintenant, le RN, puisqu'il s'appelle le RN maintenant, est abonné au second tour de la présidentielle. Voilà le résultat de l'attitude de M. Rebsamen. Si vous voulez combattre les idées du RN, le RN tout court, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Les chiffres sont là pour vous prouver le contraire. Mais voilà, exactement. Et c'est de la vie politique. Enfin, le discours, pardon, excusez-moi, il est intelligent, il est tout ce que vous voulez, Yann Moix, mais c'est de la vieille politique. C'est des discours qu'on entendait dans les années 80, avec les conséquences que vous avez évoquées. Le problème numéro 1 du RN, oui. Le véritable problème, et ça, ils ne veulent pas l'entendre, c'est qu'il y a en leur sein un certain nombre de pourritures et de crevures racistes, antisémites et homophobes. Ils ne veulent pas le reconnaître. Tant qu'ils ne reconnaîtront pas ça, c'est un parti dont il faudra jusqu'au bout, c'est personnel, combattre les idées. Mais combattre le RN en tant que parti légal me semble être quelque chose de totalement donquichotesque. C'est absurde. Oui, puis aller dire ça sur un plateau télé, confirmé. Il y en a beaucoup qui demandent à François Bayrou de réagir et de sanctionner François. Mais c'est pas démocratique. Ouais, mais non, c'est pas démocratique. Bien sûr que non, c'est pas démocratique. On peut, si vous voulez, la démocratie ne peut pas d'un côté permettre à n'importe quel parti d'être élu, et dès qu'un parti qui ne lui plaît plus
commence à prendre de l'importance, la démocratie, la République reprendrait son jeu comme un gamin qui vient de perdre un match reprend son ballon et rentre chez lui pour que ses petits camarades ne jouent plus avec. C'est d'une grande immaturité et très étonnant de la part d'un homme comme lui. Et puis dans la même phrase, il dit je ne respecte pas le RN, contrairement à la France insoumise. Oui. Bah non, mais on n'a pas le temps d'ouvrir le dossier, oui. mais enfin, excusez-moi, ce pas des gens qui sont, là non plus pas le parti, mais en leur sein, il y a des gens qui, selon moi, ne sont pas respectables, tout autant. C'est vrai qu'ils ont fait de l'antisémitisme l'outil de conquête du pouvoir. Exactement. Je ne trouve pas ça respectable. Non, ce n'est pas Je le respectable. redis, le LFI est un parti au sein duquel l'antisémitisme est une idée qui se porte très bien. Et s'il y a un antisémitisme à combattre aujourd'hui, il serait vain d'aller le chercher au milieu des rangs du RN, il faut aller le chercher là où il se trouve, dans son habitacle naturel, dans son environnement normal, qui est hélas LFI. Et moi, je me pose la question aussi du comportement de M. Rebsamen. Vous dites qu'il est extrêmement intelligent. Ce ministre donc, qui arrive dans un gouvernement... Discuter avec lui, on c'est pas sait un imbécile. Les difficultés que va rencontrer François Bayrou, pardon, mais il arrive dans une situation politique compliquée. Est-ce que ce monsieur, s'il est intelligent, trouve nécessaire d'aller faire ce genre de phrase sur les plateaux télé? Non, c'est pour ça que je moi, suis je trouve étonné. que c'est pas une preuve d'intelligence, voilà. C'est pour ça que je suis étonné. On ne peut pas non plus voir tout noir et tout blanc. Oui. On peut être intelligent et dire parfois des conneries. Ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Il ne l'a pas dit par hasard. Je sais bien, ça prouve que Chenu a raison sur un point. Il a un logiciel qui date effectivement des années 80. Eh ben voilà. Il n'empêche que M. Rebsamen, dont je ne connais rien d'autre que l'avoir vu quelques minutes sur un plateau, n'est pas un idiot. Êtes-vous choqué par les propos qui ont été tenus par le ministre Rebsamen? Oui, à 90%. Oui, à 90%. Le public a toujours raison, Chahir. Non, pas toujours, mais pas toujours. Mais oui, mais là, non. Mais les gens ne sont pas bêtes. Non, mais non, mais bien sûr que non. C'est pas une preuve d'intelligence. Et je sais pas ce qu'il allait chercher, peut-être faire le buzz, mais franchement, c'est pas servir le gouvernement dans lequel il est rentré. Il aurait mieux fait de se taire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout est Cécile Hanouna.